Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un petit tour de l'IDE NetBeans, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que cette IDE nous propose et quels sont ses avantages, à mon sens, par rapport à un simple éditeur de texte comme peut-être Sublime. Alors Sublime est effectivement assez utilisé dans le monde du développement web, principalement front-end et un peu moins peut-être au niveau PHP, mais quand même l'IDE, d'une manière générale, apportant de nombreux avantages. On va essayer de faire un petit peu le tour. Nous verrons aussi comment gérer un projet, puisque la notion de projet est une des grosses différences entre l'éditeur du texte Sublime et un vrai IDE, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire un environnement de développement intégré. Donc tout ce qui concerne un projet va être regroupé dans une entité, donc celle qu'on peut appeler un projet, donc qui va au-delà d'un simple dossier. Nous allons voir comment tout ça se met en place et ainsi que comment nous allons pouvoir configurer le fait que notre projet pourra se mettre en ligne automatiquement et se synchroniser par rapport à quelque chose qui est en ligne. Voilà, ça c'est le programme que je me lance. On avisera peut-être au fur et à mesure, peut-être que certaines choses seront détaillées par la suite dans un autre tuto, ou voire l'ont été dans un autre, puisque j'ai déjà fait un tuto sur NetBeans et Git. Donc je n'aborderai pas ces problématiques là aujourd'hui. Je n'aborderai sans doute plein d'autres choses. Bref, ce qui en français nous donne que nous ne ferons qu'un rapide survol général des fonctionnalités intéressantes de NetBeans et qu'il en restera encore beaucoup d'autres à voir par la suite. Donc déjà, NetBeans, évidemment, au départ, il faut l'avoir sur sa machine pour pouvoir le lancer, c'est-à-dire que vous allez sur le site netbeans.org et puis vous faites le dossier download et vous allez constater que NetBeans est en fait un ensemble de logiciels, plusieurs versions existent plus exactement, sous-entendu selon ce que vous faites. Alors historiquement, NetBeans était consacré à Java et permettait de développer du Java et permet toujours. Mais après avec l'engouement d'un certain nombre d'autres langages web, notamment HTML5, JavaScript, PHP, des sous-versions sont arrivées qui permettent de s'orienter vers certains langages. Accessoirement, nous avons comme ça la possibilité de faire aussi du C ou d'autres langages, voilà, principalement ceux-là. Alors, quand vous êtes sur la page téléchargement, vous allez avoir plusieurs options. Alors, bien évidemment, le site vous détecte automatiquement si vous êtes sous Windows, Linux, etc. Vous détecte que vous êtes en anglais. Alors, il y a eu des versions françaises il y a fort longtemps, mais qui ne sont pas maintenues malheureusement. Là, je suis sur la version 8.1 dans ce tutoriel. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il y aura d'autres versions et peut-être que j'ajusterai d'autres vidéos à ce moment-là. Donc sur ce site, vous voyez que vous avez les versions Java, vous avez les versions All qui va vous installer tout un tas de choses qui, si vous ne faites que du HTML, PHP, c'est-à-dire du web, ne vous intéresseront strictement pas. Donc ne prenez pas la version All, prenez vraiment soit HTML5, soit PHP, c'est en fait la même version qui est installée dans les deux. Voilà. Après vous prenez version 64 ou 86, selon si vous êtes sur une machine récente, ce sera 64, sinon ce sera 86 bien sûr. Une fois que vous avez installé ça, vous allez avoir évidemment l'installation proprement dite. J'ai déjà fait sur la machine, donc je ne vais pas la détailler. Seul petit point important, il vous faut installer le JDK puisque NetBeans est en Java et il faut que Java soit installé sur votre machine. Bon, ça, si jamais vous ne l'avez pas au moment où vous lancez l'installeur, il va vous renvoyer vers ce site-là sur lequel vous devrez, s'il veut bien répondre, voilà, hop là. Oui, je suis d'accord. Vous devrez effectivement installer le JDE ici. Alors attention à ne pas prendre cette version ici NetBeans avec le JDK 8 parce que c'est la version NetBeans orientée Java, bien entendu. Nous, il nous faut le Java, la plateforme Java, c'est-à-dire JDK ici qui doit s'installer ici. Voilà. Bon, ça c'est préalable. De toute façon, les messages d'erreur au moment où vous mettez les NetBeans sont assez explicites si jamais vous n'avez pas Java installé sur votre machine. On va supposer que vous l'avez pour l'instant, bien sûr.
Une fois que vous l'avez installé et que vous le lancez, alors pas pour la première fois, mais pour la deuxième fois, là j'ai gagné un petit peu du temps, on reviendra sur la création de projet par la suite. À savoir, nous allons faire un petit tour de, hop, de NetBeans, sous-entendu de l'interface, avant de voir un petit peu effectivement les aspects code de l'outil. Donc dans l'interface, hop là, je mets la loupe ici. Donc nous avons effectivement en haut un menu qui va vous, hop là, avec les différentes parties. Est-ce que je peux agrandir cette loupe là? J'ai un peu perdu l'habitude de travailler sous Windows, hein, désolé. Hop là, hop. Est-ce que je fais ce tuto sous loupe, ancré, on va l'ancrer en bas. Est-ce que je peux l'ancrer en bas? Alors attendez, j'avais pas prévu de lancer la loupe, mais en fait c'est plutôt une bonne idée de l'avoir. Hop, là, voilà, comme ceci. Vous verrez sans doute mieux. On va la mettre en bas, désolé, j'ai pas. Hop là. Donc, ouais, on va même l'agrandir un peu. Si certaines choses sont un peu plus simples sur le Mac. Hop, remplissons. Hop là, voilà. Donc en haut, donc sur la barre d'outils, vous allez avoir effectivement un certain nombre de choses. Les menus ici qui sont assez nombreux, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de choses dans cette IDE. Je le précise aussi, selon un certain nombre de contextes d'utilisation, certains menus seront actifs ou pas, la barre d'outils sera différente ou pas. Bon, tout est personnalisable, c'est aussi une de ses grandes forces, vous pouvez le configurer par rapport à vos besoins précis, bien sûr. Dans les outils, dans les choses intéressantes, vous avez les classiques barres d'outils avec les outils principaux. Nous avons le bouton ici Save All qui est intéressant évidemment quand on sauvegarde, quand on travaille sur plusieurs fichiers en même temps, pardon. Vous avez ici des outils dont je ne sais plus, construire les projets, donc qui concernent plutôt le Java, pas vraiment HTML, CSS, JavaScript, etc. pour ce qui nous concerne. Le Run Project est très important puisque c'est lui qui va vous lancer le projet, c'est-à-dire exécuter la page d'index, bien sûr. Là, j'ai rajouté un petit bouton dans cette barre d'outils qui s'appelle Run File qui permet d'exécuter un fichier, celui sur lequel vous travaillez la plupart du temps, bien sûr. Ces boutons-là sont liés à des plugins que j'ai installés, j'y reviendrai par la suite, notamment parce que j'avais parfois besoin d'utiliser des fichiers texte pour pouvoir les trier alphabétiquement. Donc là, j'ai un petit plugin de tri alphabétique. J'ai ici l'outil qui s'appelle le Quick Opener qui permet d'accéder à la console ou à l'explorateur de fichiers. J'en avais déjà parlé sur mon blog, qui permet effectivement d'ouvrir rapidement certains fichiers, voire de se trouver dans la console, bien sûr. Là, vous avez tout ce qui est lié à Git, je passe, voir le tuto annexe, bien sûr. Dans le menu en question, on va déjà s'intéresser au menu qui va être le menu Options. Menu options qui va me permettre effectivement de vous présenter quelques-unes des options qui sont possibles. Évidemment, ça s'ouvre sur votre écran. Hop, ici, donc là, le menu options va dépendre là encore de pas mal de votre configuration. Hop, ici. Chose intéressante, déjà, si vous travaillez sur plusieurs machines, vous pouvez exporter votre configuration sur une machine et l'importer sur une autre et vous retrouver avec les mêmes options, ce qui est assez intéressant évidemment quand vous travaillez sur plusieurs postes et que vous aimez avoir la même configuration sur tous les postes sans perdre du temps à tout reconfigurer, bien sûr. Dans ces différentes options, vous pouvez préciser votre navigateur par défaut, vous pouvez préciser, hop là, ce que je fais souvent pendant mes cours, la taille de la police, sous-entendu je vais le faire ici directement. Là je vais lui demander d'être dans une taille de police un peu plus grande, s'il veut bien, voilà, de manière à ce que vous voyez bien ce qui se passe, hop, ici, et on applique, et ça se fait instantanément ici. Vous pouvez aussi mettre en évidence les couleurs de syntaxe, les annotations, etc. L'éditeur, ça réagit pas très bien. Je pense que c'est lié à la loupe et à la capture vidéo. Pardon, donc vous avez effectivement la possibilité de faire tout un tas de réglages sur
tout un tas de choses comme vous pouvez le constater. Sur le formatage du texte par exemple, savoir si vous voulez une indentation de certaines façons, avec des espaces, des tabulations, des choses de ce genre, selon vos propres habitudes de code bien sûr. Kmaps vous permet de redéfinir des raccourcis clavier. Vous avez l'ensemble de toutes les actions de NetBeans et vous avez les possibilités de redéfinir un certain nombre de choses. Vous retrouvez les assez classiques bien sûr, mais vous pouvez tout réorganiser comme vous le souhaitez, notamment si vous avez l'habitude de travailler avec un autre IDE, vous pouvez comme ça retrouver vos raccourcis clavier de l'autre sur celui-ci, et très certainement inversement bien sûr. Vous avez aussi, alors je me passe sur l'onglet Java, l'onglet HTML qui va vous permettre de gérer des outils relativement modernes comme Bower, Grunt, Gulp et d'autres, parce qu'il y en a à chaque nouvelle version, vous en avez d'autres. Les CSS préprocesseurs, notamment de pouvoir pointer sur SAS ou LESS. NetBeans se chargeant alors de compiler les choses. Ensuite, vous allez avoir PHP bien sûr, PHP qui va vous permettre de faire pareil des réglages sur PHP. Travail d'équipe, donc vous pouvez comme ça personnaliser le versionning, etc. Ici, vous avez souvent donc dans l'option miscellaneous, c'est-à-dire autres ou divers, la possibilité de gérer le fonctionnement de tous les plugins que vous allez installer, notamment Emmet. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Sublime, ils ont très certainement installé Emmet. Mais je crois pas l'avoir fait sur cette machine. Pardon, si je l'ai installé bien sûr, sinon l'onglet n'apparaîtrait pas. Mais vous pouvez faire des réglages sur Emmet, vous pouvez régler le Open Fast File dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez régler comme ça un certain nombre de choses ici. Donc ça c'est le menu options. Alors j'ai toujours l'habitude quand je lance un logiciel pour la première fois d'explorer un petit peu le menu options pour voir à peu près tout ce que le logiciel a dans le ventre. Autre menu intéressant, l'onglet Windows qui va vous permettre d'avoir justement accès à différentes fenêtres que je vais ouvrir. Donc alors le contrôle 7 est intéressant, donc le navigateur, le output on le verra tout à l'heure sans doute, option de débugage web, vous avez un navigateur intégré qui vous permet de surfer tout en restant dans NetBeans. J'avoue que je ne l'utilise pas trop. Vous avez le CSS Style, ici on va le lancer aussi. Des outils d'IDE, notamment la gestion des favoris, la gestion des palettes. Hop, je vais l'ouvrir aussi, je ne sais pas si j'en ai sur cette machine, je ne crois pas. Qui vous permet en fait de préciser, mais à moins que je confonde avec autre chose. Hop. Non, les palettes, il me semble que c'est ce qui vous permet d'avoir des extraits de code et que vous pourrez glisser facilement dans votre code pour ne pas avoir à retaper tout un tas de choses. Et il me semble que c'est le menu palette, j'ai un doute tout d'un coup. Peu importe. Donc nous verrons, pas forcément ça d'ailleurs aujourd'hui, on ne peut pas tout voir encore une fois. Donc là, je vais réduire un peu la loupe parce que c'est un petit peu vomitif à force. Hop, je vais la garder dans un coin quand même. Là. Hop là. En la réduisant ici. Donc là, j'ai déjà ouvert un fichier, j'ai déjà ouvert... fait le tour de l'interface vaguement. Donc là, j'ai ouvert un projet qui s'appelle JolyJIT. Certains vous se reconnaîtront dans ce projet. Attention, vous avez la notion de projet, vous avez aussi la notion de files, c'est-à-dire les fichiers qui composent le projet. Le projet, d'une manière générale, on va le voir tout à l'heure, va pointer dans un dossier, mais peut faire référence à d'autres dossiers qui sont parfois dans d'autres arborescences, voire parfois pour certains distants, genre si vous utilisez jQuery en distant par exemple. Mais votre projet va pointer surtout sur un répertoire principal avec une certaine organisation. On va revenir sur la loupe finalement. Hop. Ici, c'est-à-dire que vous allez avoir le dossier avec l'arborescence standard
de NetBeans, étant entendu que vous pouvez avoir votre propre arborescence. Globalement, dans un dossier NetBeans, vous allez avoir un dossier de travail, bien sûr, de nom de votre projet. Lui va créer un dossier qui va s'appeler NB Project, comme NetBeans Project, qui va regrouper ses configurations à lui. Pour un projet HTML, vous aurez un dossier qui s'appelle Public HTML, dans lequel vous mettrez tous vos fichiers, de façon habituelle, selon votre organisation. C'est évidemment le contenu de ce dossier Public HTML qu'il faudra mettre en ligne, si l'on parle d'un site web, bien sûr. Vous pouvez avoir après, comme notamment ce dossier test, des choses qui vous permettent de mettre des résultats de test ou des choses de configuration. Là encore, on ne verra pas ça aujourd'hui. Si votre projet, vous préférez un dossier www ou un projet autre, vous pouvez le configurer, bien encore une fois. Dans l'onglet services, des choses qui nous dépassent aujourd'hui, mais qui vont pointer vers tout un tas de services, notamment des connexions de bases de données. Quand vous travaillez sur des projets PHP, ça peut être intéressant pour éviter de passer par PHPMyAdmin par exemple. Là, c'est la fenêtre projet qui nous intéresse, et dans la fenêtre projet, en faisant clic droit, vous allez avoir le dossier Properties, c'est-à-dire les propriétés d'un projet en cours. Et dans les propriétés d'un projet en cours, hop, on va zoomer ici, vous allez avoir la possibilité, comme vous le constatez ici en bas à gauche de mon écran, de pouvoir pointer sur un ensemble de choses. Notamment l'emplacement des sources. Donc là, on a précisé que nous avons notre dossier de projet, nous avons notre racine de projet. Donc c'est là où, si vous préféreriez un dossier qui s'appelle www par exemple, et bien vous le renommeriez ici bien sûr, les sources, les emplacements, etc. L'encodage par défaut, UTF-8 bien entendu. Ensuite vous allez avoir les CSS Preprocessor. Est-ce que vous voulez que NetBeans se charge de compiler les fichiers CSS dans un dossier CSS par exemple? Voir le tuto que j'ai fait à ce sujet il y a quelques temps. La possibilité de télécharger des librairies JavaScript. Si vous en utilisez. Alors là, apparemment, vous avez aussi les frameworks. Vous avez aussi framework ici. Alors je sais que là, il y a peut-être un petit bug dans cette version qui est assez récente. Package JSON not found, JSON. Alors attendez, ajouter. Non, apparemment il y a un petit lien qui ne s'est pas fait. Mais je sais que dans la version précédente, je serais pas surpris que ça revienne ou qu'il y ait un truc qui ait changé dans le fonctionnement. Vous aviez ici la possibilité en quelques clics d'aller chercher automatiquement jQuery pour le rapatrier ou d'autres paramètres ici. Bon là apparemment ça n'a pas l'air de bien se passer, ou il y a un truc que je ne mal configuré peut-être. Le dossier run va vous permettre de choisir de le lancer dans un navigateur par défaut. On verra qu'il y a un autre moyen d'arriver à ce menu tout à l'heure, mais l'idéal étant de travailler avec Chrome avec le plugin NetBeans Connector. Si jamais le plugin n'est pas installé dans Chrome, à la première utilisation, il va vous proposer de l'installer. Le connecteur va vous permettre d'utiliser Chrome en synchronisation avec NetBeans. Sous-entendu, en utilisant par exemple l'inspecteur de HTML de Chrome, les modifications que vous faites dans Chrome se répercutent et sont enregistrées et sauvegardées dans NetBeans, c'est-à-dire dans vos fichiers sources tout simplement. L'auto-refresh vous permet de faire, dès que vous faites sauvegarder votre fichier, Chrome se met à jour et les fichiers se réaffichent. Le fichier de démarrage, etc. Puis si vous travaillez avec Node, avec Cordova, vous avez tout un tas de choses. On va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui là-dessus, bien sûr. On va rentrer par contre dans les intérêts aussi de NetBeans. Je vais ouvrir un fichier et je pense que là, du coup, la loupe ne devrait plus être nécessaire. Voilà. Puisque j'ai mis une grosse police. Ici, alors en haut à droite, vous voyez le menu. On va revenir ici. On va quand même faire revenir la loupe. Si elle veut bien, elle est où la loupe? Hop. Ici, dans le menu en haut, vous avez effectivement une palette avec des différents raccourcis, notamment pour les formulaires par exemple. Alors, le principe de la palette, je vais me mettre dans un premier temps n'importe où, en plein milieu ici par exemple. Hop. L'intérêt de la palette, c'est que si vous avez besoin de mettre par exemple, on va dire, une liste ordonnée, et bien vous prenez, vous glissez et plouf,
non, c'est pas tout à fait comme ça. Je confonds avec autre chose. Bref, vous lui dites, j'ai besoin de combien? Je vais avoir besoin de 5 items, 7 items. Je fais OK et hop, il vous la crée. Bon. Si à l'inverse, vous avez besoin d'un tableau, hop, on clique sur tableau, quelques caractéristiques, nombre de lignes, nombre de colonnes, etc. Et hop, on a notre tableau qui se met en place, totalement bien formaté, balistable, TR, etc. Tout ça peut nous faire gagner pas mal de temps quand même. Et on a comme ça un ensemble de raccourcis. L'intérêt étant qu'on peut créer nos propres outils dans la palette pour pouvoir justement configurer encore une fois nos éléments. À rapprocher d'un fonctionnement de Emmet et totalement compatible d'ailleurs avec Emmet en parallèle, bien sûr. On a d'autres ici. Hop, donc là, je vais finir par enlever la loupe. Hop, ici, nous allons avoir, et puis je vais réduire. Hop là, alors là j'ai lancé le projet ici dans mon navigateur Chrome. Alors ça se charge doucement. Un peu trop doucement peut-être. Donc là je pense que la capture vidéo est un peu responsable. On va continuer notre tour pendant ce temps-là. Ici nous allons avoir effectivement notre HTML. Alors je vais retirer la palette. Hop. Ici je vais retirer tout ça pour avoir un maximum. Je vais peut-être réduire un petit peu la police. Hop. Donc en faisant CTRL et la roulette, je peux... Non, Alt et la roulette, pardon. Je peux comme ça réduire la police pour un fichier donné. Pas pour les autres, mais pour un fichier. En passant par le menu outils qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, il va... On a tendance à ouvrir des choses. En passant par le menu options de tout à l'heure, on va changer la police pour tous les fichiers qu'on ouvre. Et on peut, avec le bouton Alt et la roulette, réduire pour un fichier donné. Ça, c'est des petites choses assez intéressantes, bien sûr. Dans la vie du projet, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la fenêtre de code qui va vous permettre effectivement de saisir le code. Alors, dans les améliorations, dans les choses intéressantes, dès que vous sélectionnez une balise ouvrante, vous voyez qu'il va mettre en surligne, enfin en couleur, la balise fermante. Donc ça, c'est assez intéressant. Chose aussi très intéressante, je vais faire un petit peu de place sur cette page. Si j'ouvre par exemple une balise, je vais mettre une... pardon, je vais peut-être plutôt mettre une balise IMG. Ici, balise IMG, donc vous le voyez, LED... Non, vous n'avez peut-être pas vu, je suis allé trop vite. La balise IMG, vous voyez, vous avez LED en dessous. Alors la police est un peu grosse, mais bien entendu, quand on met une police de taille raisonnable, on a l'ensemble de l'élément de la balise qui nous permet de voir à quoi sert cette balise et avoir de l'aide sur la balise en question, les attributs possibles, etc. etc. La balise IMG, a priori, on la connaît, mais il y a des cas où ça peut être intéressant. Là, vous constatez que je vais mettre une balise avec src égale, et il me propose d'aller piocher mon image plutôt que de taper le nom complet. Donc par exemple, je vais dans le dossier IMG, CTRL espace, et je vais choisir mon image. Aucun risque de se tromper puisqu'on va piocher la valeur en faisant donc la sélection ici. Chose intéressante aussi, si je fais W, il me propose width, hop, je fais entrer. Bon, par contre, il ne me propose pas la dimension de l'image par défaut, ce qui est un petit peu dommage à mon sens. Là, je n'ai pas mis d'attribut alt à ma police, à ma balise. Vous constatez qu'il affiche tout aussitôt ce qu'on appelle des warnings dans la barre. Des warnings, c'est-à-dire qu'il nous considère que ici, qu'est-ce qu'il indique? L'image doit avoir un élément alt, etc. En gros, NetBeans, quand vous tapez du HTML, intègre le validateur W3C et vous signale les avertissements et les erreurs que vous pourriez avoir dans votre W3C. Je prends par exemple, je vais remettre une erreur volontairement, je ne ferme pas le guillemet et vous constatez que là, je suis passé en rouge, c'est donc une erreur.
Et si je reviens avec la loupe, encore une fois, vous constatez aussi qu'en haut à droite, vous avez un carré rouge, que sur la barre de l'autre côté, vous avez des petits renvois rouges. En cliquant sur un de ces petits renvois, tac, vous allez vous situer automatiquement sur la ligne qui pose problème. Et vous constatez que si vous avez beaucoup d'erreurs, vous pouvez avoir, tiens, il y en a un autre ici, tac, on se positionne automatiquement sur la ligne qui pose un problème. Donc chose intéressante, validateur W3C intégré, très intéressant quand on est débutant, plus évidemment le pointage vers les fichiers. Alors, je vais enlever cette erreur qui me pose problème, bien sûr à moi aussi. Vous avez donc pareil pour les CSS. Alors d'ailleurs les CSS, moi j'utilisais pas mal d'ID sur cette démonstration, peu importe. Vous constatez que ici j'utilise la classe montgolfière. En faisant CTRL-clic sur la montgolfière, et bien je me positionne automatiquement sur la CSS à la ligne qui parle de la montgolfière, bien évidemment. CSS d'ailleurs, pareil, quand on est dans la CSS en train de taper des propriétés, vous avez les assistants qui se mettent en place. Je vais prendre par exemple sur celui-ci, je fais un position, entrée, et puis en faisant CTRL espace, il me propose les valeurs possibles avec les explications sur les valeurs possibles en question, en cas de doute, en cas d'absence de souvenir bien sûr. Vous constatez que, comme tout à l'heure, en cas d'erreur dans la CSS, langage W3C, le validateur se lance. Les erreurs sont indiquées au fur et à mesure qu'on les commet, ce qui est plutôt pratique. D'une manière générale, si vous avez un carré rouge en haut à droite, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous saurez qu'il y a un souci. Donc là, hop, revenons en arrière pour éviter d'avoir des erreurs. Tac. Bien entendu, si je prends ma balise et que j'utilise classe égale, par défaut, il me propose toutes les classes qui sont définies dans ma CSS. Si j'utilise, sans trop de surprise, ID égale, il va me proposer tous les ID qui sont proposés dans ma CSS, là encore. Donc des petites choses assez intéressantes ici. Encore. Chose aussi importante pour les maniaques comme moi et pour beaucoup de gens, là j'ai volontairement, on va dire, modifié les indentations de mon code parce que en général on tape au kilomètre et notre code est vite mal indenté. Qu'à cela ne tienne, on va dans le menu source et vous avez un menu qui s'appelle format qui va vous réindenter votre code automatiquement, proprement et de manière automatisée bien évidemment. Genre de petites choses qui rend votre fichier largement plus lisible bien sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre intéressant évidemment? Alors ça dépend de ce que vous faites bien sûr, mais déjà ces petites choses sont très intéressantes, très pratiques. Voilà, je vois rien d'autre à vue de nez. Si, chose évidemment, vous êtes sur un menu, dans le même principe que pour les CSS tout à l'heure. Là, j'ai un lien vers la page photo. Je fais CTRL-clic et hop, j'ouvre le fichier source de la page photo et je me rends aussitôt sur la page photo. Alors, vous avez évidemment des outils genre CTRL-F pour faire du chercher. Je vais chercher par exemple index.html et vous allez constater que je peux comme ça passer vers tous les emplacements de index.html automatiquement. Ah, là il n'y en a plus. Vous pouvez aussi, alors CTRL H, faire du chercher, remplacer. Genre si votre fichier maintenant ne pointe plus vers index.html mais vers index.php, vous pouvez remplacer index.php.html par index.php à tous les endroits où il apparaît, bien évidemment. Bon, ça je ne vais pas le faire parce que ce serait stupide. Mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, je vais rechercher ma loupe. Ici, une fonction assez intéressante. Vous allez dans le menu, hop, évidemment c'est celui qui est caché, le menu Edit, vous allez dans Find ou Replace,
et surtout Find in Project ou Replace in Project. Alors Find in Project va vous permettre de faire une recherche sur tous les fichiers qui composent votre projet pour retrouver un texte par exemple, voire le Replace in Project va vous permettre de faire le lien vers tous les fichiers, enfin faire un remplacement dans tous les fichiers. Genre, vous voulez remplacer index.html en index.php dans tous les fichiers, eh bien je reprends mon exemple, hop, ici, évidemment ça va s'ouvrir derrière la loupe, bien sûr, ici, je vais donc lui dire, je cherche index.html, et puis je fais index.php, pour le projet en cours, je fais continue, et là, évidemment, il ne va pas le faire sans me demander mon avis. Il va me faire la liste en bas de tous les documents où il apparaît et il va me demander si je confirme le remplacement ou pas. Voire je peux me rendre automatiquement à l'emplacement en question, c'est ce qu'on voit sur le côté ici, voir si celui-ci est concerné ou pas par ce remplacement massif, bien sûr. Donc ça c'est évidemment très intéressant en cas de modification. Attention quand même à ce que vous faites, bien sûr, parce que ça va vite de faire une erreur. Je pense à quoi d'autre dans les choses intéressantes du genre. Alors j'ai peut-être des fichiers JavaScript ici, non j'en ai pas encore, on verra ça par la suite. Voilà, on va le dire sobrement. Donc là, on a comme ça des choses qui sont déjà assez intéressantes. Voyons maintenant comment travailler au quotidien avec un NetBeans, sous-entendu, comment créer un projet et comment mettre en route un projet. Pour ça, bien, vous allez d'abord aller dans le menu File et faire Nouveau projet. Nouveau projet, donc là dans la fenêtre des nouveaux projets, vous allez avoir le choix entre la catégorie de projet et le type de projet exact que vous voulez faire. Donc dans la catégorie, là je n'ai installé que la version web, on va dire, c'est-à-dire HTML et PHP. Vous pouvez donc choisir si c'est HTML ou PHP. Dans les exemples, vous avez comme ça des exemples dans les deux langages d'applications complètes faites avec soit des librairies Angular, Backbone, etc. pour la partie HTML et pour la partie PHP avec Symfony, etc. Donc ils vous installent tout et vous mettent un exemple. C'est à réserver aux utilisateurs avertis, on va dire. En ce qui nous concerne pour l'instant, on va voir la partie HTML5, on ira voir la partie PHP tout à l'heure. Il y a des petites différences bien sûr. Et dans la partie HTML JavaScript, eh bien, vous avez le choix de créer une application pour HTML5 JavaScript, sous-entendu un site web. Vous allez pouvoir créer du Node, vous pouvez des librairies JavaScript, des choses comme ça. Bon, ça c'est pareil à utiliser à réserver aux utilisateurs avertis. Cordova pour ceux qui font des applis mobiles. Ça ne marchera pas, je ne ferai pas la démo aujourd'hui, je ferai peut-être ça une autre fois, pour créer des applications mobiles basées sur Cordova, ce qui suppose, ce qui n'est pas le cas sur cet ordi, d'avoir Cordova d'installer bien évidemment. Là, ce qui nous intéresse, c'est soit vous faites une application nouvelle, soit une application avec des sources existantes. Si c'est une application avec des sources existantes, il faudra préciser le dossier des sources en question. Si c'est une nouvelle application, eh bien, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Hop, on va donc choisir nouvelle application et on fait Next. Ici, on va donner un nom à notre projet, donc on va l'appeler Demo NetBeans. On nous demande l'emplacement du projet et le dossier du projet. Donc d'une manière générale, vous choisissez l'emplacement du projet et lui va rajouter le nom du projet par rapport à votre projet, tout simplement. Vous allez ensuite pouvoir choisir le template de site, donc ça c'est pareil, je n'insisterai pas aujourd'hui, mais quand vous avez l'habitude, vous pouvez créer un template, sous-entendu, préparer votre travail, dans lequel vous aurez une CSS de base, un starter CSS, un starter HTML, etc. et pouvoir dire que votre projet se base sur ce starter. Et automatiquement, tout va se mettre en place. Parmi ceux qui sont proposés, par exemple par défaut, si vous faites du Twitter Bootstrap, vous pouvez choisir Twitter Bootstrap et automatiquement, il va tout mettre en place
en incluant Twitter Bootstrap et la base de démarrage ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez créer vos propres templates. Je pense que je ferai un petit tuto là-dessus à l'occasion, pour configurer tout ça. Bon, là, on part sur un truc sans template. Next. Et là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez du package JSON, donc du Bower, du Grunfile, etc. Principalement utilisé pour, on va dire, les workflows modernes ou pour créer des applis Cordova ou autres. Bon, en ce qui nous concerne, on ne va utiliser ni rien de tout ça. On fait du basique. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va repousser un petit peu la loupe. L'instant. Eh bien, on va se retrouver là encore avec notre page. Donc en haut à gauche, on retrouve notre projet. On se positionne sur notre fichier. Dans ce fichier, eh bien, vous allez constater que par défaut, il vous a déjà rempli le doctype, il vous a rempli un petit commentaire, donc là c'est pareil, les fichiers par défaut, on peut tout reconfigurer selon nos préférences de travail. Là, je pense que je ferai un tuto sur justement les templates d'une manière générale, donc ceci étant à retirer, bien évidemment dans un premier temps. Notre page va donc être démarrée par un doctype avec une balise HTML, une balise head, le title, le meta, et ici. Alors bien entendu, premier réflexe à faire, nous allons changer le title pour mettre bonjour. Oui, on va l'appeler bonjour, peu importe ici. Après, vous allez pouvoir remplir ici. Je sauvegarde ici. Je fais une petite mise à jour de mon source et puis on attaque bien entendu. Hop, bonjour. Et lorem ipsum, comme ceci. Donc ça, c'est bien sûr assez pratique. Comme souvent, on va avoir besoin de créer des sous-dossiers. Donc on va dans le menu site route, on fait clic droit, et en faisant clic droit, nous avons l'onglet New qui va nous permettre de créer soit des folders, c'est-à-dire des dossiers, soit des CSS, soit des fichiers HTML, des JavaScript, des machins, etc. Donc selon ce qu'on veut faire, on va pouvoir créer des fichiers de tous ces types. Ici, je crée folder et je vais appeler, évidemment, sans trop de surprise, CSS. Je reviens ici, je fais un folder JS et je fais un folder IMG comme ceci. Donc là, j'ai mes trois dossiers qui sont créés. Dans ma CSS, je vais cliquer ici, je fais New Cascading Style Sheet, je l'appelle par exemple style. Ici, vous constatez que je ne mets pas l'extension, puisque j'ai précisé que c'était un fichier Cascading Style Sheet. NetBeans va automatiquement rajouter l'extension .css. À partir de là, je me retrouve dans le dossier, dans le fichier CSS, là encore, avec plein de commentaires qui me dit que je peux personnaliser tout ça. Je supprime tout ça, bien sûr. Je vais mettre un body. Hop là, avec un background. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire de très laid? Hop, on va mettre du... Donc là, en choix de couleur, on a la possibilité de choisir des couleurs HTML standard, mais on a aussi d'avoir le choose le color picker qui va me permettre de me dire tiens, je vais mettre un petit truc comme ça là, par exemple. Et je fais OK, comme ceci. Ensuite, il veut vraiment pas que je ferme ma palette. Donc là, vous le constatez ici, j'ai créé mon projet, mon fichier, etc. En faisant enregistre, envoyer. Enfin, hop là, j'aurais peut-être pas dû la fermer, la loupe, mais bon. J'ai envoyé le navigateur qui s'ouvre en arrière-plan. Là, il me dit que le débugage
est effectué par NetBeans. Ma page s'affiche. La couleur ne s'affiche pas par contre. Pourquoi la couleur ne s'affiche pas? Bien évidemment parce que je n'ai pas fait le lien vers la CSS. Bien joué. Hop là. Donc on y va. Alors, link. Donc vous constatez que je suis dans le head. Hop, c'est peut-être été un peu vite. Je suis dans le head, il m'indique les balises du head tout simplement. Donc ça va me faire gagner du temps, je crois que c'est assez nouveau ça aussi. Ensuite link, on va lui mettre style. Pardon, rel. Et rel, style sheet. Ensuite le href, et là c'est pareil, CTRL espace, et il n'y a rien à faire. Je viens de faire sauvegarder, je retourne sur le navigateur, le changement s'est opéré automatiquement. Donc ça aussi c'est assez intéressant, on va le faire en double écran comme ça, pour bien vous montrer que je suis en direct. Voilà. Je vais dans mon body, ici, je vais lui changer sa couleur, tac, tac, et vous voyez j'ai même pas sauvegardé qu'il a déjà répercuté les modifications au fur et à mesure, tac, comme ceci. Donc ça c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça se fait en direct sans qu'on ait besoin de faire reload sur notre machine bien sûr. Et c'est moins moche que prévu. Donc là, il y aura la palette automatique un petit peu persistante quand même. Que dire de plus? Créer le projet, les options du projet on a vu, les propriétés on a été faire un tour. Là j'ai lancé un autre navigateur sur l'autre fenêtre, mais apparemment ça rame sérieusement. On va continuer ici en mettant un petit peu de JavaScript tout simplement. Donc on va mettre du JavaScript. Script. Oula. Alors, je vais créer une variable Toto. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire à ce JavaScript là? Toto égale 12. Et on va faire console.log de Toto. Voilà. Alors, on va mettre un petit toc, c'est pas plus joli comme ça. Voilà, donc changement aussitôt évidemment ici. Vous avez constaté, et sans doute pas constaté d'ailleurs, parce que j'ai enlevé la loupe. Décidément, je préfère être sur Mac, mais bon. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc la loupe ne veut pas se relancer. Mais donc... ah bah là, contrôle ici. Vous constatez en bas ici que le 12 est apparu ici. Sous-entendu, le JavaScript va inclure effectivement des affichages ici. On va refaire une for var i égale 1 i inférieur à 12 i plus. Oula, oula, oula. Tac. Ah, la loupe est revenue, aisément. Hop.
Donc là, j'ai commencé à taper évidemment mon code. Vous avez peut-être constaté que il y a aussi une correction automatique. Je fais un console.log de i ici. Je sauvegarde mon fichier et là pour le coup, vous allez voir apparaître en bas, effectivement, on retourne avec la loupe ce coup-ci. Appelle la loupe. Ici, vous voyez que les logs apparaissent directement dans NetBeans sans qu'on ait besoin de regarder la console de NetBeans, donc de Chrome. Bon. À l'usage, il est vrai que je préfère quand même utiliser la console de Chrome, qui est souvent un peu plus pratique. Mais bon, chose aussi intéressante, donc j'évoquais tout à l'heure. Hop là, oula, là avec la loupe ça part en vrille. Pardon. L'inspecteur de Chrome, donc clic droit, inspecter l'élément. Alors là, il faudrait peut-être que je ferme quelques petites choses dans mon PC. On va essayer de faire ça discrètement sur l'autre écran. Voilà. Et est-ce que ma console arrive? Non. Inspecter l'élément. J'ai demandé à inspecter l'élément. Pourquoi il ne veut pas inspecter l'élément? Je ne sais pas. Bon, bah on va passer cet aspect-là pour l'instant. Hein. Ah si, le voilà. Donc là, vous le constatez que dans ma console ici, hop, je vais rechercher ma loupe. J'ai bien ici la console, et la console m'a bien affiché mes différents éléments aussi. Les mêmes informations que je retrouve dans la console de NetBeans, bien sûr. On constate que j'ai l'onglet NetBeans ici, qui va me permettre de dire que l'on veut propager les modifications directement. Donc ça, c'est ce que je vais illustrer tout de suite. Je vais aller avec la petite flèche ici pour chercher mon body. Hop là. Dans mon body ici, j'ai défini la couleur. Je vais changer cette couleur pour mettre un joli vert. Comme ceci. Vous voyez que mon écran est devenu vert. Bon, jusque là tout va bien. Mais également, hop, la modification a été faite, oula, directement dans NetBeans également. Je retrouve ce que j'ai modifié depuis Chrome. Alors attention à ce que vous faites bien évidemment parce que vous travaillez en direct sur les fichiers bien sûr. Mais ce chose très intéressante aussi pour NetBeans et notamment quand on débute, c'est ici l'onglet History. Alors History, bah, vous cliquez dessus et vous allez voir ici la liste de toutes les modifications qui ont été apportées sur un fichier donné. Et non, ça déjà c'est intéressant, mais c'est surtout que là, si je prends mon fichier à 14h32, eh bien vous allez constater dans la fenêtre en dessous, rien du tout, puisque j'avais rien dans ma CSS. J'adore travailler en direct comme ça. Hop là. Bon, on va plutôt le faire sur la partie index.html, hein, qu'on a un petit peu plus de choses dessus. Donc là, si je reprends par rapport à ma version de 14h30, hop là, non, il veut pas, alors on va retirer la loupe ici. Ah, voilà, évidemment, il suffit que je retire la loupe. Donc là, je suis revenu en arrière sur la page, donc sur la version où je suis à 14h36, je suis arrivé sur la page de 14h30. Qu'est-ce qui a changé entre cette version et la version actuelle? Bah, il me met en couleur ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Retour à la loupe. Vous allez constater que j'ai rajouté une ligne ici, que j'ai rajouté le point d'exclamation ici.
Et en scrollant sur la barre, vous voyez qu'il y a eu tout un tas de petites modifications qui ont été apportées entre ces deux éléments. Il me suffit de cliquer ici pour voir qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été retiré, etc. Je vais venir par exemple sur celui-ci, s'il veut bien y aller. Hop là. Alors, travailler avec la loupe n'est pas toujours évident, hein, mais c'est surtout ici. Tac. Là, je constate que j'ai... Je vais retirer cette loupe. Alors, désolé, je ne sais pas ce que ça va donner une fois au montage, mais bon. Finalement, cette modification-là ne m'intéresse pas. Je clique sur la croix et je reviens en arrière, tout simplement, dans ma version précédente. Le point d'exclamation que j'ai rajouté, finalement, je veux revenir à l'ancienne version. Hop, je reviens à l'ancienne version. Et je peux remonter dans le temps, comme ça, sur, je crois par défaut, 15 jours. Quelque chose comme ça. Donc ça, c'est évidemment une option très intéressante. Revenir en arrière, l'historisation de tout ce que vous faites, quel que soit le fichier. Et c'est valable pour tous les fichiers que vous utilisez, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une chose assez intéressante. Alors, tiens, je vais faire réindentation aussi. Tac. Voilà, et là, il va me réindenter, y compris le JavaScript, bien sûr. Je suis assez maniaque au niveau de la réindentation. Ici. Quoi d'autre? Chose aussi intéressante, quand vous travaillez sur plusieurs fichiers et que vous faites exécuter le fichier, tac, il va sauvegarder tous les fichiers qui ont été modifiés automatiquement ici. Bon, là, il me dit que il ne veut pas débugger parce que je suis déjà dans une séance de débugage. Bon, donc normal. On va maintenant s'intéresser à des aspects PHP. Alors, c'est un des grands mystères de NetBeans, il y a aussi des mystères, c'est qu'il y a une fonction très intéressante, la fonction FTP, qui ne marche que pour la PHP et pas pour le HTML. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi, mais bon. Je vais donc créer un nouveau projet, et donc rechercher ma loupe, et ce coup-ci, un projet PHP. Donc là, je vais dans File, Nouveau projet, je précise PHP. Alors d'ailleurs, en passant, si vous voulez travailler sur un site HTML en distant, ça peut être intéressant de vous configurer en PHP, puisque vous aurez tous les assistants HTML, CSS, JavaScript, etc. Mais en plus, la possibilité d'avoir le fonctionnement remote, c'est-à-dire le lien vers un autre serveur. Donc là, c'est ce que je vais créer, une application PHP vide, là encore pour les besoins de la démonstration. Je fais Next ici. Il va me demander à quel emplacement je veux la positionner. Je vais la positionner là par exemple. Quelle version de PHP je veux utiliser. On va prendre la 5.6 par exemple. On ne va pas aller très loin de toute façon. Je fais Next. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Il me demande à quel endroit je veux déployer mon projet. Donc là, soit je travaille en local, soit je travaille évidemment en remote, c'est-à-dire en FTP. Et je ne sais plus si je l'ai configuré ici, oui. Vous allez avoir l'URL locale, enfin l'URL du site, donc qui pourra être évidemment une URL distante, et vous allez après avoir évidemment les remote connection. Sous-entendu, vous pouvez préciser plusieurs serveurs. Donc là, je suis sur le serveur carlier.pro. Carlier.pro, si je vais dans le management de ce serveur ici, sans trop de surprise, vous aurez à préciser l'hôte, l'identifiant, le mot de passe, les répertoires initiales, etc. Ici sur le serveur. Une fois que vous avez configuré vos différents serveurs, vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Et bien vous aurez ici, dans le déroulant Remote Connection, la liste de tous vos serveurs. Donc là, je vais rester sur carlier.pro. Vous constatez que par défaut, il va me mettre à la racine. Rien ne s'oppose à ce que je lui dise d'aller dans www/demo, par exemple, et donc il placera automatiquement les fichiers à cet endroit-là. Quand est-ce que vous voulez que les fichiers soient placés? Soit au moment du lancement du projet, soit manuellement, soit à la sauvegarde. Alors attention, cette option-là est très intéressante, mais ça veut dire que dès que vous faites CTRL S, vos modifications sont reportées sur le serveur.
à n'utiliser que sur un serveur qui n'est pas en exploitation, à moins de savoir exactement ce que vous voulez faire, bien sûr. Une fois que vous avez, bon, on va le faire manuellement dans cet exemple. Peut-être que je vérifie si mon serveur a la configuration est bien configurée. Hop là. J'ai bien un dossier www. Et est-ce que j'ai déjà un dossier démo? On va revenir en arrière. Je vais l'appeler démo NetBeans. Ce sera plus simple. Voilà. Et puis tant qu'à faire, on va le pointer directement sur la version. On travaille donc en ligne directement. Donc là, tac, 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 tac. Et puis du coup, on va faire on save comme ceci. Next. Là, vous choisissez si vous utilisez Symfony ou un autre framework. Donc là, moi, non. Vous pouvez aussi rajouter des éléments par composer, c'est-à-dire des packages automatiquement. Donc là, non plus, finish, ici. Alors, à noter aussi que NetBeans s'intègre parfaitement bien avec WordPress ou WordPress avec NetBeans au choix. Sous-entendu, si vous avez un WordPress, NetBeans va le détecter et vous fera des raccourcis automatiques vers des fichiers, vers votre dossier template, votre dossier plugin, etc. Chose qui simplifie la vie et vous donne accès aussi à l'aide en ligne de WordPress. J'ai des tutos WordPress qui sont prévus à court terme, vous les verrez donc à ce moment-là. Toujours pareil, quand on crée un projet, NetBeans va vous créer des fichiers et vous le constatez, il met une base HTML et il met du PHP qui suffit, print, on va mettre hello tout court, hello world, ça va bien 5 minutes. Voilà, j'affiche bonjour comme ceci. Là, la console va nous intéresser. Je vais revenir avec la loupe, j'aurais dû rester sur la loupe tout le temps, mais bon. Ici, je sauvegarde mon fichier et vous allez constater que ici, hop, il va me positionner les emplacements, mais j'ai dû me tromper quelque part. J'ai dû me trouver quelque part dans les mots de passe. Bon, j'ai dû me tromper quelque part dans les mots de passe de la configuration en question. Un petit peu la flemme de changer, je pense que j'ai dû changer d'hébergeur, je suis sur une vieille machine là aujourd'hui, mais dans l'idée, vous comprenez que qu'est-ce qu'il a fait, ou qu'est-ce qu'il a essayé de faire plus exactement. Il a essayé, active mode is not supported, on va passer en mode passif, alors ça doit pas être ça, alors ça peut être très simple. Donc retour ici, propriété, run configuration, manage, passif mode, ok. Voilà, donc là ça s'est mieux passé. À partir de là, si je fais exécuter le projet, sans trop de surprise, du moins je l'espère, il va le lancer. Il va le lancer peut-être à un moment donné. Bon, il le lance dans l'autre navigateur, comme ça c'est réglé. Donc on va rester dans Chrome si vous le voulez bien. C'est un petit peu plus long à se lancer évidemment parce qu'il fait plein de choses en même temps. En même temps, je suis pas sûr d'avoir pointé vers le bon projet. Un
petit peu de tâtonnement sur ce tuto, mais non, vous le voyez, là je suis bien sur mon serveur et j'ai bien le fichier hello qui s'affiche. Donc là, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont plus possibles. Hein. La modification en direct des CSS par exemple ne pourra pas se faire. Mais au moins, enfin, je ne pense pas, je m'avance peut-être. Mais voilà. Donc là, l'avantage, vous le voyez, c'est que si je fais finalement, je veux bien hello world. Hop. Je reviens sur mon navigateur, je suis de nouveau sur le serveur en ligne et ma modification a bien été faite sur le serveur en ligne aussi, si la loupe peut bien me revenir. Ici, voilà, je suis bien sur le serveur et la modification en direct également. Donc ça c'est assez intéressant cet aspect là. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis pour la partie HTML. Quand on travaille en HTML, c'est un petit peu... c'est parfois bien de pouvoir mettre en ligne facilement, mais bon, ça n'est pas possible. Voilà. Retour à mon projet HTML d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié de vous présenter un petit plugin intéressant. Donc là je suis sur l'écran d'accueil, le Start Page, dans lequel vous allez avoir effectivement la liste des projets récents. Et vous allez pouvoir ouvrir rapidement un projet récent. Donc là, si je reviens sur Demo NetBeans que j'avais tout à l'heure, ici, et je voulais vous montrer quoi d'autre. Je ne sais plus, j'ai un doute affreux. Oui, j'ai installé un plugin qui s'appelle, clic droit, ici, qui s'appelle, et non, il n'est pas installé. Alors. Donc allons voir les plugins justement. Dans le menu Tools, vous avez un dossier plugin. Et dans la liste des plugins, vous allez avoir des plugins disponibles. Alors attention, par cet onglet-là, il n'y en a qu'une petite sélection qui sont surtout orientés vers Java, vers le développement, on va dire, historique. Il y en a quand même 158, mais il y en a en fait beaucoup plus de plugins. Dans les plugins installés, alors j'en ai un qui s'appelle, alors est-ce qu'il est vraiment installé? Et bah du coup on va l'installer, ce sera plus simple. Donc je vais sur ici, j'avais prévu le coup. J'ai celui-ci qui s'appelle CSS Minifier Compress, enfin JS CSS Minify, donc à l'adresse indiquée ici. Il suffit de taper NetBeans plugin Minify pour le trouver facilement. Et vous téléchargez le plugin pour la version 8, sous-entendu 8 et suivante. À partir de là, une fois que le plugin est installé, mais il me semble que là pour le coup je l'ai déjà téléchargé tout à l'heure, retour à NetBeans, vous avez l'onglet, hop là, je retourne à ma loupe aussi, elle est là, je retourne à l'onglet des plugins, hop, pardon, décidément, l'onglet des plugins downloaded, et je veux lui ajouter des plugins en allant les chercher là où je les ai situés. Donc install NetBeans, le Minify NBM. Donc là, il me précise que je veux installer celui-ci, je fais install. Une confirmation, voulez-vous l'installer? Bah oui, c'est ce que je viens de demander, j'accepte les conditions. Il le vérifie, il me demande effectivement de continuer et de redémarrer NetBeans, ce que je vais faire évidemment.
Donc ce plugin, comme le nom l'indique, est un minificateur intégré à NetBeans qui vous permet de minifier justement votre CSS, votre JavaScript facilement, sans passer par des outils tiers, genre Grunt, Gulp et autres, qui seront beaucoup plus efficaces évidemment pour une utilisation intensive, mais disons que ce plugin-là est assez intéressant pour des petites choses simples bien sûr. Ce que nous allons faire rapidement, le temps que l'outil se relance, que il y a des mises à jour qui se font sur l'autre écran. Donc là, le relancement, upgrade in progress. Hop là. On va en attendant zoomer sur l'icône parce qu'il faut bien faire quelque chose. Là, il est en train de charger les modules. Au passage, pour cette tuto, dont je suis sous Windows, vous avez pu le constater, j'utilise un outil qui s'appelle Open Broadcast Software, qui permet de faire du capture écran, enfin du screencast, sous Windows, totalement gratuit et qui a l'air plutôt pas mal. On verra ce que ça donne à l'issue de cette vidéo, bien sûr. Donc là, il est toujours en train de télécharger des choses, des mises à jour, des machins, etc. Et voilà, le plugin est installé. Je reviens ici. Comment fonctionne ce plugin ici? C'est très simple. Donc il existe une quantité industrielle de plugins, bien sûr. Donc là, je vais dans le dossier CSS. Je fais clic droit. Alors, évidemment, ma CSS est pour le moins modeste, mais je pense pas qu'on voit... Alors, attendez, on va déjà la rouvrir hein, pour bien la voir. Bon, on n'a que ça à l'intérieur, donc c'est évidemment très léger. Je fais clic droit et je clique sur Minify et hop, automatiquement, il me met un petit message qui me résume la situation. Voilà, j'ai gagné 35% d'espace, super. J'ouvre le truc et j'ai effectivement ça qui est devenu ici. Bon, sur une CSS aussi courte, c'est évidemment très très léger. Si je prends la partie HTML, chose aussi intéressante et qu'on oublie souvent, on peut aussi minifier le HTML. Je vais peut-être partir pour que ce soit un peu plus probant sur l'autre projet Joli Gîte que j'avais au tout début, évidemment, puisque il est un peu plus important. Donc là, Joli Gîte, ici, voici ma CSS que je présente très rapidement, bon, qui casse pas des briques, mais qui est plutôt pas mal en termes de quantité. Je fais clic droit, Minify, et là je ne gagne que 18%, mais ma CSS minifiée est évidemment beaucoup plus compacte pour le coup, puisqu'il a retiré tous les espaces, les machins, etc. Pour le JavaScript, j'ai que jQuery, mais il peut minifier le JavaScript, il peut minifier le HTML aussi. Donc là, hop, je prends la page index, je fais clic droit, Minify. Là, il m'a également minifié mon HTML. Donc ça c'est plutôt pas mal. Seul inconvénient bien sûr, c'est qu'une fois que la version est minifiée, c'est un peu plus difficile de travailler avec, sauf de faire source format, mais non. Par contre vous avez le JS Beautify, mais je crois que ça marche qu'avec le JavaScript. Oui, ça marche qu'avec le JavaScript, comme son nom le suggère, qui va faire la déminification tout simplement de votre truc. Bon, ça c'est un exemple d'un plugin que je trouve pas mal, j'ai découvert assez récemment. Hop là. Voilà, voilà petit cours sur NetBeans, un peu plus long que prévu. Du coup, je me suis un peu noyé dans certaines explications et un peu bafouillé comme d'hab, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin et j'espère aussi que le Open Broadcaster tient la route et que la loupe n'a pas été trop vomitive. Bon, c'est l'inconvénient de le faire sur Windows, je pense. J'ai une machine qui n'est pas super puissante. J'ai juste constaté que NetBeans sur Mac avait tendance à planter quand j'étais en train de faire des enregistrements vidéo, d'où l'essai du jour. Voilà. Et de toute façon, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet
que j'ignore encore. À très vite.